Dites-moi les amis, ce soir la question est avant la vidéo, c'est-à-dire que je veux voir vos réponses avant la vidéo et je vais aussi voir vos réponses après la vidéo. Est-ce que vous accepteriez de mentir sur votre âge si cela vous permettait de faire carrière? Si on vous propose un contrat dans n'importe quel domaine, votre domaine de prédilection que vous aimez le plus, on vous dit il faut que vous mentiez sur votre âge. Est-ce que vous allez accepter ça si cela vous permet d'aller plus loin dans ce domaine-là? Répondez à cette question. I think the interesting part is when I came out, I was on a TV show that you had to be a certain age to be on the show. Okay. So because I was 30 and I went on the show and then I got my deal, the show said that I was 23. And I... Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va revenir sur la carrière de la chanteuse Anastasia. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous laisse écouter la voix parce que la voix parle mieux que mes mots. Now baby, come on. Don't claim that love you never let me feel. I should have known, 'cause you brought nothing real. Come on, be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to... Oui, vous reconnaissez bien sûr cette voix et ce tube qui a marqué toute une génération. Mais il y en a plein d'autres. Anastasia a enchaîné les hits. Et bien sûr, quand je dis Anastasia, pour les très jeunes là, ce n'est pas le dessin animé. Aucune étoile n'était plus brillante que celle de notre chère et douce Anastasia. Non, ce n'est pas ça. Et si vous ne reconnaissez pas des mélodies telles que celle-ci, No, I'm out of love. Set me free and let me out this misery. appelez papa, appelez maman, appelez tantine, ils vont venir regarder, ils vont vous dire en fait. Pendant 10 ans, Anastasia a été l'une des meilleures vendeuses de disques en Europe. C'était vraiment l'une des chanteuses américaines qui vendait le plus parce qu'elle enchaînait les succès sur la scène pop. Elle vendait quasiment autant que les chanteuses américaines comme Britney Spears, Christina Aguilera, Beyoncé en Europe. Sans toutefois, et c'est ça qui est incroyable, avoir du succès auprès du public américain. Les Américains l'avaient laissée à la porte comme elle le chante très bien dans mon titre préféré d'elle. C'est un cas absolument inédit parce que Michael Jackson était fan d'elle, il lui a fait plein de compliments, il l'a même invité sur son titre caritatif. Elle a partagé la scène avec quelques-unes des plus grosses stars mondiales, à savoir Céline Dion, Beyoncé, Chaka Khan. Et à chaque fois, encore une fois, elle est incroyable. Tous les artistes américains savent qui est Anastasia. En plus, elle vit aux États-Unis. Mais l'essentiel de sa carrière s'est fait en Europe. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment, pourquoi. On va comprendre pourquoi les Américains ne l'ont jamais aimée. Pourquoi elle a été obligée de mentir sur son âge. Comment le cancer a joué sur la chute de sa carrière. Et attention, ce n'est pas simplement une vidéo sur l'histoire d'une pop star qui est plus ou moins passionnante parce qu'effectivement, elle tombe malade, elle se relève, elle veut se battre. Effectivement, les Américains la rejettent. C'est aussi une vidéo où on va mettre une nouvelle notion en exergue en fait, parce que ce n'est pas pour rien que je vous parle de certaines carrières, de certains artistes. Certains se disent que non, Stevie se prend pour un historien, il veut simplement nous plonger dans les cours d'histoire. Pas forcément en fait, c'est vrai que j'aime bien le petit côté, voilà, le petit côté où on est en famille, on se raconte de petites histoires, mais pas simplement parce que dans cette vidéo, on va revenir sur une nouvelle notion. Vous avez vu que plus les vidéos passent, plus vous êtes aguerris en fait. Vous savez reconnaître que là, c'est une erreur de carrière. Quand la vidéo avance, déjà, vous vous dites que non, là, elle s'est trompée parce que ce n'était pas exactement le son. Oui, je sais que certains bons élèves là commencent à capter les choses. Quand on est arrivé à la carrière de Tinashe, vous avez compris qu'elle faisait une erreur parce que vous aviez vu la vidéo sur Ciara en fait. Donc de fait, c'est pas pour rien qu'on revient sur certains formats. J'ai même vu quelqu'un qui m'a envoyé un message cette semaine pour me dire merci Stevie, là j'ai décroché un job en major, ça fait des années que je te suis, je lisais tes articles, maintenant je regarde tes vidéos YouTube et ça m'a énormément aidé, c'est vraiment grâce à toi que j'ai ce job. Et bien sûr, moi je lui ai répondu félicitations, je suis très content pour toi. Est-ce que c'est possible au vu de mon aide que je puisse avoir un petit pourcentage sur le salaire? Et depuis, j'ai plus de nouvelles, il m'a laissé en vue. Donc Baptiste, si tu vois cette vidéo, PayPal. Enfin, ceci pour vous dire que c'est l'histoire d'une pop star, certes, mais de nombreux éléments qu'on va aborder dans cette vidéo vont nous aider à comprendre et analyser encore mieux les carrières de plusieurs autres artistes. Donc, c'est pas pour rien qu'on en parle. Quand on reviendra sur les carrières de gars comme 50 Cent ou de Janet Jackson ou même de Madonna un jour, vous allez voir que beaucoup de choses qu'on va dire dans cette vidéo vont faire leur comeback. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter,
à partager, à vous abonner au Tipeee pour soutenir la chaîne. C'est dur de vous dire ça chaque semaine en fait. Pourquoi vous aimez qu'on vous répète les choses comme ça? Abonnez-vous tous au Tipeee et on passe à autre chose. Et on commence la vidéo en la laissant chanter en fait, parce qu'elle chante extrêmement bien en live. Elle a une voix incroyable et que c'est sa voix qui l'a portée là où elle est aujourd'hui. Parce que Anastasia, c'est pas fini, elle fait encore des salles partout là. Vous allez comprendre. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, all my life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay, I don't feel safe, I'm on radio. Nous sommes en septembre 1968 dans l'Illinois aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Chicago. Là, il y a un jeune chanteur et sa femme qui est une actrice de comédie musicale à Broadway qui viennent d'avoir leur premier enfant. Il se trouve que la jeune fille est toute jolie et lui donne le prénom d'Anastasia. Très vite et surtout grâce au gène parce qu'elle a 2 parents chanteurs professionnels, elle montre tout de suite des aptitudes au chant assez incroyables. Donc quand elle a 3 ans, elle balance des vocalises un peu partout dans la maison. Les parents commencent à se disputer parce que papa dit que ça vient de lui, maman dit que ça vient d'elle et ils finissent par divorcer parce que personne n'arrive à décider d'où vient le talent assez extraordinaire de la petite Anastasia. Non, je rigole, je sais pas pourquoi ils sont divorcés. Toujours est-il que la petite part avec sa mère et elle ne va jamais revoir son père. Toutefois, la voix dont je vous ai parlé est réelle et elle commence à faire des petits cours de chant à New York parce que entre-temps, la mère et elle aménagent à New York et la petite Anastasia s'y plaît plutôt bien jusqu'au jour où à 13 ans, elle va avoir son premier choc médical, à savoir qu'on va lui détecter la maladie de Crohn. Une maladie chronique intestinale très difficile à vivre mais qu'elle va réussir à surmonter pour pouvoir arriver à vivre de sa passion. À l'époque, donc, elle veut chanter, mais elle est aussi capable de danser. Donc, elle fait une école de danse et très vite, elle va être repérée. Elle va danser dans des clips de Salt and Pepper au début des années 80, comme dans ce clip-ci. Et petit à petit, elle va commencer à se faire un nom dans le petit show business américain. Le problème qui se pose, c'est que la plupart des producteurs qu'elle rencontre lui disent qu'elle n'a pas une voix de fille noire, en fait. C'est-à-dire que quand on l'entend chanter, I'm out of love, set me free, and let me out this misery. pour eux, il y a un trop gros décalage avec son physique et c'est d'ailleurs de là que va venir son petit surnom, à savoir la petite dame, parce qu'elle fait 1m57, elle est toute petite, à la grande voix. Right for fighting, get a little action in, get about as oil as a diesel train, gonna set the stance alight. Le talent est reconnu, donc elle fait les chœurs sur pas mal de projets. David Morales, à l'époque, qui fait des remixes sur Mariah Carey, l'invite pour faire un titre avec elle en 1994. Elle est sur les backgrounds du premier album de Jamie Foxx. On la retrouve aussi sur les backgrounds du premier album de Paula Abdul en 95. Mais effectivement, sur la scène américaine, avec tous ces producteurs-là qu'elle rencontre en studio, tout le monde lui reconnaît son talent et personne n'arrive à savoir comment vendre Anastasia au très grand public américain. Le problème qui se pose, c'est que ça fait déjà plusieurs années en fait. Je vous ai dit qu'on a commencé l'histoire en 1968. Là, nous sommes en 1995 quand elle fait les chœurs sur l'album de Paula Abdul. Et donc déjà, 27 années ont passé. 27 années, c'est quand même beaucoup quand tu veux faire carrière aux États-Unis. Mais elle n'abandonne pas. Et finalement, elle va participer à un show télé aux États-Unis. Parmi les juges, on retrouvait la légendaire, je veux que vous vous leviez, la levez-vous de vos chaises. Faites Evans. Et David Foster, qui à l'époque écrit des tubes absolument iconiques pour tout le monde, Toni Braxton, Céline Dion ou encore Mariah Carey, ils sont là en tant que juges du show. Et bien sûr, quand Anastasia va arriver, elle va tout claquer, notamment avec le titre qui avait été écrit pour elle, Not That Kind. De nos jours, les gens buzzent parce qu'elles vendent des cassettes porno, parce qu'elles twerkent sur Instagram ou parce qu'ils twerkent sur Instagram, parce qu'ils sont plus ou moins drôles à la télé-réalité ou qu'ils bagarrent dans les télé-réalités, ce genre de trucs. Mais Anastasia en 98 va buzzer. Pourquoi ? Parce qu'elle sait chanter en fait. Elton John va dire que c'est une voix absolument incroyable. Michael Jackson va dire que c'est une voix absolument incroyable. Et donc de fait, très rapidement, les labels américains vont la courtiser. Et elle va réussir à signer pour son premier album où on va retrouver le fameux tube I'm Out Love. Beaucoup de couples se sont séparés au rythme de cette chanson. Qu'on
l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est un titre particulièrement efficace, une espèce de pop disco avec un petit semblant d'électro. En plus, il arrive juste après le succès de Cher avec Believe. Donc en fait, c'est vraiment très bien pensé. Ça va cartonner en Europe. C'est l'un des plus gros tubes de cette année 99. Elle va enchaîner avec un autre titre, celui-ci. Et c'est un autre gros tube. L'album se vend à 7 millions d'exemplaires dans le monde. C'est un succès absolument phénoménal, sauf dans le pays qui a vu Anastasia évoluer. À savoir que, effectivement, tout le début de sa carrière s'est fait aux États-Unis. Les personnes qui l'ont découverte et l'ont poussée l'ont fait à la télévision américaine. Mais les Américains, eux... Je te dis non. Ils ne veulent pas d'Anastasia. I'm Out Love, qui est donc un succès européen formidable, ne se classe que 92e aux États-Unis. Et donc, de fait, vous vous rendez compte que l'album qui s'est vendu à 7 millions d'exemplaires dans le monde a d'autant plus de crédit et de succès. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas les Américains. Quand certains albums de Beyoncé ou alors de Christina Aguilera se vendaient à 7 millions d'exemplaires dans le monde, c'était super, c'était très bien, à l'époque où ça leur arrivait. Mais dans ça, vous savez très bien que la plupart du temps, 4 ou 5 millions de ventes pour ce genre d'artistes venaient des États-Unis en fait. Là, Anastasia faisait des scores similaires à ceux des albums les plus vendus de Christina Aguilera et de Beyoncé, mais en ayant principalement le territoire européen. Ça va devenir l'un des mystères de sa carrière à l'époque. À savoir que quand les artistes américains sont chez eux, Anastasia is nobody. Quand ils arrivent en Europe, ils se rendent compte qu'elle est plus populaire qu'eux. Donc ça va devenir un peu particulier. Et souvent, quand elle va revenir aux États-Unis, on va lui demander, mais en fait, pourquoi on t'aime pas nous en fait? On va lui demander, mais pourquoi Wide, she has still to make an impression on the charts in her native America. I don't need to have America, and America still is a territory for me. I still sell records. I still get on TV shows. I still do. I'm known as, you know, Anastasia, the great singer from Europe. Et au début, elle va être assez polie en disant qu'elle ne sait pas pourquoi. Et plus le temps va passer, notamment aujourd'hui, puis elle dit qu'elle pense qu'au début de sa carrière, elle a été blacklistée dans les radios américaines. Elle pense que les radios américaines ont fait un boycott autour d'Anastasia. Et elle se dit que peut-être que c'est le label qui a mal joué ses cartes. Mais il faut bien comprendre qu'elle était donc signée aux États-Unis. Le succès européen n'était que le second marché en fait. Et donc de fait, la maison mère restait la maison américaine. Le fait qu'ils puissent se planter sur le lancement de leur artiste sur le territoire américain peut arriver, mais c'est extrêmement rare. Et surtout quand ils se plantent sur le premier single, ils ne vont pas forcément se planter sur le second single et surtout sur les singles d'après. Or, dans le cas d'Anastasia, il y a quelque chose qui a dû frustrer une grosse partie des radios pop américaines de l'époque. Et cette chose-là va vous surprendre, mais c'est tout simplement la chose que je vous ai précisée au début de sa carrière, à savoir qu'elle était née en 1968. Quand Anastasia arrive avec son premier single sur le territoire américain, nous sommes en 1999. Ça veut dire qu'elle a 31 ans. Et là, je sais que certains vont être totalement choqués, mais il y a ce qu'on appelle dans l'industrie du disque américaine l'agisme. À savoir que les radios pop principales du pays commencent à partir d'un certain âge à élaguer certaines chanteuses. À savoir que quand tu es trop vieille, notamment à partir donc de 40 ans, c'est très difficile de te voir être diffusée sur les plus grosses radios du pays. Soit on va t'envoyer vers les radios pop contemporaines, soit on va t'envoyer vers les radios pop adultes, soit on va t'envoyer vers les radios urbaines adultes, et c'est important que vous reteniez tout ça. Mais les radios pop populaires, c'est rare à partir de 40 ans en fait. Pourquoi? Parce que tout simplement, les acteurs pop mainstream sont aussi des produits et qu'ils estiment que la majeure partie de leurs auditeurs sont des jeunes qui s'identifient aux jeunes pop stars qu'ils suivent. Donc quand tu passes un certain âge, pour eux, tu n'es plus un produit bankable pour leur principale cible, donc ils préfèrent t'éliminer. C'est une réaction purement marketing en fait. Parce que quand vous allez par exemple dans un magasin et que vous cherchez des produits de beauté L'Oréal, vous allez aller vers les produits qui vous ressemblent en fait. Donc de fait, vous n'allez pas forcément aller vers les produits des seniors. C'est exactement sur cette base-là qu'ils partent et ils se disent qu'à partir d'un certain âge, les pop stars qui vieillissent vont avoir un autre public, ce qui est vrai, et donc ils les éliminent progressivement de leur playlist. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est une notion importante parce qu'elle va revenir dans énormément d'autres carrières. Dans le cas d'Anastasia, c'est encore plus vicieux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on lance très rarement, si vous prenez du recul, de très grosses pop stars aux États-Unis dans la trentaine. On les lance en général au début de vingtaine pour qu'on puisse avoir le maximum de revenus sur elles pendant 30 ou 20 ans. En tout cas, c'était la mentalité de l'époque parce qu'à l'époque, on pariait sur les carrières de très long terme, mais on lançait très rarement aux États-Unis des femmes de 30 ans dans la scène pop. Et cet état de fait a joué énormément sur la carrière d'Anastasia, même si au début,
il lui avait dit de mentir sur son âge. Parce qu'effectivement, quand elle a fait le fameux show télé, comme elle avait déjà 30 ans, on lui avait dit de dire qu'elle avait 23 ans. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dire qu'elle avait 23 ans, c'était plus facile pour compétir avec des filles comme Britney Spears ou encore Christina Aguilera sur le marché pop. I think the interesting part is when I came out, I was on a TV show that you had to be a certain age to be on the show. Okay. So because I was 30 and I went on the show and then I got my deal, the show said that I was 23. And I Pareil, quand elle va signer et qu'il va falloir défendre l'album, comme on ne voulait pas dire qu'elle avait 30 ans et en réalité 31 ans, ils vont beaucoup insister, si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vécu l'époque, en disant que Anastasia avait 29 ans. Et ce n'était pas elle seule qui avait cette méthode-là, parce qu'il y a une autre chanteuse qui a eu 29 ans pendant très longtemps, pendant plusieurs années, elle avait toujours 29 ans. Et d'ailleurs, ce n'est que récemment qu'elle a finalement réadapté son vrai âge, à savoir donc, je sais que certains savent de qui je parle. Oui, si vous vous rappelez très bien de tous les magazines que vous aviez à l'époque, Jennifer Lopez était née en 1970. Ce n'est que très récemment, il y a peut-être 3 ou 4 ans, qu'ils ont finalement changé sa biographie en disant qu'elle est née en 1969, ce qui est son vrai âge. Mais pour la promo de Jennifer Lopez au début, c'était très risqué, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, de dire qu'elle avait 30 ans en fait. On disait beaucoup qu'elle avait 29 ans, ce qui n'était pas totalement vrai, mais pour pouvoir la vendre, il fallait pas la faire passer trop vieille par rapport à d'autres chanteuses sur le même public qu'elle. En plus, elle a eu un argument marketing extrêmement féroce, à savoir Didi, qui lui a attiré le public urbain. C'est ça qui va manquer à Anastasia, c'est-à-dire qu'Anastasia va être représentée comme une énième pop star, un peu plus vieille que les autres, qui fait une pop absolument basique, alors que Jennifer Lopez de son côté va avoir toute une armée au niveau de l'image en fait. Anastasia ne va pas savoir jouer de ça, ce n'était que sa voix. Donc le fait qu'elle soit plus vieille que les autres et qu'elle fasse un son pop qui était efficace mais qui était moins marqué urbain parce que le public urbain américain est moins sensible à cette férocité de la scène pop, bah en fait l'a empêché de percer à ce moment précis aux États-Unis. En 2000, elle avait déjà 32 ans, alors que la scène pop américaine s'urbanisait. Elle était dans un format pop plus classique et ça va continuer donc à se voir sur son second album avec le premier single Pay My Dues. Le titre va être un gros succès en Europe. Il va y avoir un second single qui avait une patte un peu plus disco. C'était One Day in Your Life, ça donnait ça. It won't take much longer now. Sur ce second album, le manque de succès américain n'était pas surprenant. Quand vous l'écoutez et vous écoutez ce qui se faisait aux États-Unis en 2000, c'était clair qu'ils avaient pris le parti de faire un album au son plus européen. Il va y avoir des versions plus US, mais on voit très bien à l'écoute de cet album-là, quand on voit ce que Britney Spears, Jennifer Lopez ou encore Christina Aguilera font, qu'effectivement, comme les Américains n'ont pas répondu la première fois, ils ne sont plus le public visé, même si on retrouve encore une fois un duo avec Faith Evans pour la version américaine de l'album. Certains titres de l'album pour la version américaine vont avoir des mix un peu plus R&B, mais ce ne sera pas exploité comme ici. Mais le succès européen de cette formule pop un peu disco est absolument confirmé. Elle fait 4,5 millions d'exemplaires sur le second album. Et là, ils se disent, on oublie les Américains, quoi. On se concentre sur l'Europe. Elle est prête à le faire. Surtout que les artistes américains savent tout ce qu'elle est. Encore une fois, Céline Dion l'invite sur scène à Vegas. Elle n'a plus besoin de cet aval du public américain. Elle s'en fout. Toutes les stars américaines l'appellent. Ils savent qui elle est. Donc, elle se prépare tranquillement à asseoir son assise sur le marché européen. Et là, alors qu'elle commence à penser au troisième album parce qu'il faut enchaîner, il y a un petit truc qui était sa marque de fabrique au début de sa carrière. À savoir qu'elle avait une poitrine plutôt jolie et qu'elle aimait bien la montrer. Elle l'a montré sur pas mal de photos d'albums. C'était partout. C'était un peu sa marque de fabrique de montrer toujours son petit truc. Voilà. Sauf que derrière tout ça, elle commençait à avoir mal au dos. À force de... Le dos était un peu fatigué, quoi. Donc, elle va chez le médecin et décide donc de réduire ses seins. Et c'est là que le drame va arriver parce que quand elle décide de faire cette opération qui paraissait donc plutôt simple, elle va découvrir qu'elle a un cancer du sein. Elle va créer une association pour pouvoir aider les malades atteints du cancer du sein comme elle. Et pendant 2 ans plus ou moins, ça va être difficile. Il n'y aura pas tout à fait la voix. Mais ce qu'elle va faire de très intéressant, c'est que comme elle ne va pas pouvoir chanter, elle va réfléchir à sa carrière différemment. Elle va se dire, je veux un nouveau son, je veux quelque chose de plus rock, je veux quelque chose de plus soul. Et elle va donc quitter petit à petit ce son disco un peu cheap pour aller vers quelque chose de plus rock soul. Et le premier single, quand elle va revenir, c'est un titre qui montre très bien ce changement. Ça s'appelait Left Outside Alone.
Dallas Austin, à qui on doit énormément de gros tubes R&B, notamment pour les TLC, pour Joy, pour plein de personnes. Là, il produit pour Anastasia un titre pop rock qui est très efficace, mais c'est même ma chanson préférée d'elle. Et ça va cartonner partout en Europe, en fait. C'est l'un de ses titres les plus vendus en Europe. Donc, de fait, la prise de risque lui réussit parce que ça va avec sa voix, en fait. Ce côté un peu rock soul, un peu plus Tina Turner dans le disque, va vraiment avec son timbre vocal. On va avoir un autre single qui s'appelait donc Sick and Tired, une balade, et tout de suite après, elle va sortir un titre dédié aux malades atteints du cancer du sein comme elle. Elle venait de vaincre la maladie, de retrouver sa voix et de sortir un nouvel album à succès. Elle était de retour et elle va quand même penser aux autres malades avec le titre qui porte très bien son nom, Heavy on My Heart. À ce moment précis, Anastasia, c'était la superwoman des pop stars dans le game. Parce qu'une Américaine qui vit aux États-Unis, qui commence sa carrière à plus de 30 ans, qui réussit à ne pas avoir un seul tube aux États-Unis et à vendre 20 millions d'exemplaires sur 5 ans en Europe, c'est extrêmement rare. Pire encore, elle a réussi à avoir un cancer du sein, à battre son cancer du sein, à revenir sur la scène et à avoir un autre album à succès. Tout le monde la respecte. Elle sort un livre pour raconter son histoire. Elle sort un best-of. Et elle a même un duo avec Eros Ramazzotti. Tout semblait plus ou moins plié. Le public européen est plus ouvert musicalement, plus divers aussi que le public américain et elle a une assise sur eux. C'est à partir de cette époque-là aussi qu'elle commence à faire des révélations. Mais j'assume mon âge, elle va me raconter que des fois elle fait du botox. En fait, c'est un personnage en fait. Faut la voir en interview, elle dit ce qu'elle pense comme elle le pense. C'est une vraie petite américaine qui se retrouve en Europe et qui fait ses petites affaires. Elle prend plusieurs années et là, il lui arrive un petit truc, c'est-à-dire que son manager est obligé de changer de label. Son manager et son directeur artistique qui était dans un label précis, va dans un autre label. Et il lui dit, copine, viens, on va ensemble. Elle lui dit, tu es sûr? Il lui dit, oui, viens, on va chez Mercury, chez Def Jam. En plus, là-bas, il y a L.A. Reid, il y a Rihanna, il y a Jay-Z. Il y a tout le monde, en fait. C'est la famille, tu vas t'amuser, tu vas pouvoir faire les vocalises à foison. Viens, on signe là-bas. Et donc, Anastasia va prendre plus de temps pour sortir son 4e album parce qu'elle changeait de maison de disque. Elle allait chez Mercury, Island, Def Jam. Donc, elle rejoint notre tonton L.A. Reid. Et quand L.A. Reid va voir Anastasia, il va se dire que, oh! Et ils vont donc commencer à travailler sur son 4e album qui va être l'erreur fatale. Tout le début de la carrière d'Anastasia, comme elle n'était pas une major act aux États-Unis, son son était souvent porté sur l'Europe. C'est ce qu'on a vu au début de cette vidéo. Sauf que quand elle va signer chez Mercury, comme ce sont principalement des producteurs américains et que donc c'est Def Jam, ils vont lui dire que, en fait, nous, on a nos producteurs. Et donc, de fait, l'album va être façonné par des producteurs américains. À savoir donc que le premier single est fait par Nio qui cartonnait à l'époque, mais dans l'album vous retrouvez tout le monde en fait. Vous retrouvez J.R. Rotem, vous retrouvez Rico Love, vous retrouvez Rodney Jerkins. En fait, ils vont lui faire un album de pop star américaine. Le premier single a des airs un peu disco, électro. Pourquoi? Parce que dans la tête des producteurs américains auxquels on a envoyé les singles d'Anastasia, c'était ça Anastasia en fait. C'était plus ou moins le son de ses débuts et ils vont essayer de coller un truc à ça. Sauf que elle avait établi une autre identité à partir de 2004 et surtout c'était complètement daté pour elle en 2008 en fait. Revenir avec ce son pop R&B teinté de sonorité disco par-ci par-là, c'était bien pour toutes les autres parce que c'est ce que toutes les autres faisaient à l'époque. Mais pour elle qui était plus vieille et qui avait déjà établi petit à petit une identité sonore absolument différente, surtout avec son 4e album, c'était une terrible erreur parce que d'un coup sur ce projet-là, elle va commencer à avoir les mêmes sons que ses consoeurs américaines, sauf qu'elle n'aura pas la même machine, pas la même fraîcheur et elle va se faire complètement écrabouillé, y compris sur le marché européen en fait. L'album va être un four absolument abominable dans tous les pays européens. Pendant des années, elle était l'américaine qui était différente des autres et qui avait donc conçu un son à part et qui pouvait plaire au public européen. Quand elle a rejoint les autres sur la même lignée, elle s'est fait totalement lessiver. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle va le reconnaître en fait. Elle va dire que cet album-là était une erreur de sa part et qu'elle l'a fait parce que son manager de l'époque l'avait encouragé à le faire, mais qu'elle ne l'aime pas, qu'on voulait lui faire poser avec des rappeurs alors que ce n'était absolument pas elle. Et que c'est donc cette période noire de sa vie, à savoir 2006-2007, qui a conduit à cet album qu'elle considère comme étant un album de sell-out, un album de vendu. Parce que pour elle, avoir fait un album beaucoup plus urbain n'est pas le son qui lui correspond. Et c'est pour ça qu'elle dit que cet album Heavy Rotation était un album de vendu, pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il n'était pas son album à elle, il ne lui correspond pas. Et il a complètement détruit l'enchaînement de sa carrière, même s'il a de bonnes chansons.
Sans grande surprise, vous connaissez comment Def Jam est, vous connaissez comment LA Red est, même si c'était une fusion avec Mercury, dès que l'album ne va pas bien se vendre, en plus eux, ils regardaient principalement leur marché, à savoir le marché américain, ils vont voir qu'il y a des miettes en Europe, ils vont la virer. Et donc elle va rester une seule année chez Mercury. En 2009, elle va recevoir un prix pour l'ensemble de ses ventes en Europe qui va quand même être phénoménal parce qu'elle arrivait à plus de 30 millions avec simplement 4 albums. Ensuite, on va la retrouver sur scène avec des légendes comme Chaka Khan. Mais ça va être sa période à vide parce qu'elle n'a pas de label, elle ne sait pas encore comment se relancer. Et en plus pour le coup, et je tiens à vous dire que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'industrie qui le dit, ça commence à être une pop star qui a un certain âge. Pour pouvoir la marketer, il faut avoir les bonnes idées en fait. Et c'est là que quelques années plus tard, BMG va avoir une très bonne idée, c'est qu'ils vont lui proposer de faire un album de reprise. Ils vont lui dire on te signe, on est d'accord pour te signer. Mais ce que tu vas d'abord faire en premier, c'est reprendre des chansons rock connues. Pourquoi? Parce que ça vise un public adulte qui connaît déjà ces titres-là. En plus, toi tu es connu pour ça bien chanter. Et ça, vous allez voir que beaucoup d'artistes vieillissants dans ce format-là font souvent des albums de reprise. Ça fait partie du schéma de l'agisme en fait. À partir d'un certain âge, l'album de reprise est plutôt un passage obligé. Bref, on reviendra sur ça dans une autre vidéo. Mais donc, l'idée de BMG de dire à Anastasia, pour ton retour, faut d'abord que tu passes par l'album de reprise était une très bonne idée. C'est pour amener le maximum de personnes. On va en tourner, on repart sur ta voix, sur ton identité, un son plus rock soul. Et après, on va avoir un album original. C'est donc comme ça qu'elle a sorti cet album-là qui s'appelait It's a Man World. C'était censé être un prélude avant l'album du comeback, à savoir qu'ils se sont dit on te fait faire un album de reprise, les fans sont contents, ils t'entendent chanter, tu vas en tourner et après donc Anastasia revient en pleine forme avec le son qu'elle aime, le son qui lui correspond. C'était comme ça que le projet était pensé et c'était plutôt bien pensé, sauf que l'album sort, il fait des scores plutôt mitigés au début, mais bon c'était surtout la tournée qui comptait et quand il faut lancer la tournée, malheureusement elle va faire une récidive, son cancer va revenir et elle va devoir tout annuler. Mais la fille est une battante, elle ne démord absolument pas. Elle va passer toute l'année 2013 à faire une radiothérapie et de l'autre côté, elle va finir l'enregistrement de l'album et en 2014, elle va être prête, elle va appeler ça résurrection en disant qu'elle est de retour sur la scène musicale mais qu'elle a aussi réussi à rebattre le cancer une seconde fois et le premier single c'était ce titre-ci. C'était le retour de ce qu'elle appelle le sprung, à savoir un mélange de pop, rock et de soul, qui était donc la définition, la marque qu'elle avait laissée avec son troisième album, qu'elle a abandonné sur le quatrième qui a tout ratissé et avec lequel elle revient en 2014. Et dans les chiffres, notamment dans les gros pays européens, à savoir l'UK ou encore l'Italie et l'Espagne, on voit qu'elle avait un public pour ça en fait. C'est juste que ça arrive 10 ans trop tard, mais le démarrage de l'album est plutôt bon. Il va faire des chiffres plutôt honorables, mais la promo étant sur un label plus ou moins indépendant ne va pas être ouf. Mais l'album va lui permettre d'aller en tournée. Ces tournées vont être de gros succès, y compris en Grèce, donc elle va retrouver une sorte de... Vraiment, je suis encore that bitch. Les gens veulent encore me voir. Elle va se dire, je vais à Danse avec les stars. Je vais leur montrer que à la base même, je suis aussi une danseuse. Elle va se préparer et tout. Et manque de bol pour elle, le premier jour où elle va se lancer à Danse avec les stars en UK, elle va être une fois encore rattrapée par, entre parenthèses, la maladie parce qu'elle va tomber. Elle va donc se fracturer un membre. Et donc, ça va être difficile pour elle de compétir au mieux de ses capacités. Elle va être éliminée simplement à la 6e semaine. Depuis, elle a sorti un dernier album qui n'a pas très bien fonctionné. Mais surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Anastasia, qui a donc 52 ans aujourd'hui, est pour moi un très bel exemple de ce qu'on appelle les legacy acts, à savoir que l'immense partie de sa carrière aujourd'hui est derrière elle. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle n'aura plus de succès. Ça veut dire qu'elle va commencer à viser un public plus ou moins adulte et c'est pour ça que le fait de la ramener à un son plus pop rock et à l'éloigner du son très mainstream des Américains était une très bonne idée en fait. Parce que non seulement dans son cas, elle, c'est par là qu'elle a commencé, mais surtout c'est exactement vers ça qu'elle doit continuer en fait. Sur le très long terme, c'est cette musique-là qu'elle va faire et c'est cette musique-là que le public qui va la suivre va acheter en fait. Ils ne vont pas acheter Anastasia en 2020 en train de trapper avec Travis Scott par exemple. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tous les artistes du monde vont à un moment ou à un autre passer par là en fait. Ce n'est pas simplement le cas d'Anastasia, je dis bien
tous les artistes du monde, à un moment ou à un autre, vont passer par là parce qu'en réalité, c'est l'histoire même de la vie. Le seul truc qui est particulier dans l'histoire d'Anastasia, et c'est pour ça que j'en ai parlé dans cette vidéo, c'est pour ça que j'ai introduit ce sujet-là avec elle, c'est parce qu'en fait, elle commence déjà, entre parenthèses, vieille pour le business. Donc de fait, elle a un peu une sorte d'anachronisme pour la scène pop de son époque. Ce n'est pas moi qui vous dis qu'Anastasia est vieille. 30 ans, ce n'est absolument pas vieux dans la vraie vie. En revanche, dans les codes de la pop mainstream américaine, c'était déjà avoir un certain âge. Pourquoi? Parce qu'on veut t'exploiter sur le maximum de temps possible, en fait. Quand tu as 30 ans, on n'est pas censé t'exploiter très longtemps. Pourquoi? Parce que à partir de 37, 38 ans, c'est déjà fini, en fait. Ils savent que ça va être de plus en plus difficile de te jouer dans les radios américaines. Pink, que vous connaissez tous très bien et dont je vais parler très prochainement, s'en est plein récemment. Beyoncé et ses fans s'en plaignent souvent. Madonna s'en est plaint des centaines de fois. Elle essaie par tous les moyens de contrecarrer ça. C'est pour se battre contre ça qu'elle est prête à aller jusqu'à lécher les pieds de Maluma. Found myself dancing in the rain. Donc, c'est un système qui existe et qui se focalise aussi, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même s'il paraît très dur, et qui est très différent en France, parce qu'en France, c'est encore un autre système. En UK, c'est encore autre chose. Là, on parle bien du système américain qui se focalise beaucoup sur la manière dont, effectivement, ses propres consommateurs consomment la musique, en fait. Ce n'est pas simplement qu'ils sont méchants, non. C'est qu'ils ont des objectifs commerciaux et qu'ils ont remarqué que leurs consommateurs, partant d'un certain âge à un certain âge, réagissent différemment. Donc, on s'adapte pour tirer le plus de profit. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette analyse sur la carrière d'Anastasia. Encore une fois, c'est une chanteuse absolument incroyable. En live, je vous conseille de la voir parce que moi, elle m'a souvent impressionné, en fait. Elle est très, très forte en live. Je te dis, mais en fait, elle est mieux. C'est pas simplement qu'elle est mieux qu'en studio, en fait. Le contrôle, l'air, c'est-à-dire que la manière dont elle reste, je te dis, mais c'est un monstre, en fait. Vocalement, vous comprenez exactement pourquoi les Michael Jackson, Faith Evans, Elton John, tous ces gens-là l'admirent énormément. C'est vraiment quelqu'un de très, très fort. Et effectivement, elle n'a pas forcément une grosse carrière aux États-Unis, mais elle fait partie des plus grosses vendeuses de disques en Europe. Je vous dis encore que à ce jour, elle est à plus de 40 millions de disques vendus simplement sur le territoire européen. C'est très très fort. Beaucoup d'artistes américains n'ont pas autant vendu qu'elle en Europe. Qu'est-ce que vous pensez de sa carrière? Du fait qu'elle a été obligée de mentir sur son âge pour pouvoir passer dans les clous du filet et avoir une certaine image. Est-ce que vous auriez fait pareil qu'elle? Est-ce que maintenant que vous avez vu la vidéo, votre avis sur la question au début a changé? Est-ce que vous aimiez sa musique? Est-ce que vous aimiez ses tubes? Est-ce que vous les écoutez encore? Est-ce que c'est une chanteuse que vous suivez? Ou alors est-ce que c'est quelqu'un que vous aviez complètement oublié? Dites-moi tout dans les commentaires. Et surtout, dites-moi aussi, est-ce que vous aviez suivi ce passage qu'elle a fait entre la pop rock et la pop R&B entre 2004, 2005 et 2008? Est-ce que vous avez compris ce passage? Parce qu'elle dit encore une fois qu'elle n'aime pas du tout cet album-là, que c'est un album de sell-out, de vendu, qu'on voulait la forcer à chanter avec des rappeurs alors que c'est quelque chose qu'elle n'apprécie pas. Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que vous comprenez cette période-là? Est-ce que vous comprenez ce point de vue? Ou alors est-ce que vous vous dites qu'elle aurait quand même dû chanter avec eux parce que vous aimez ce genre de son, vous aimez les sons de Nio, de Ronnie Jerkins? Dites-moi tout dans les commentaires et dites-moi aussi ce que vous pensez de l'agisme aux États-Unis, même si on va le voir dans une vidéo précise. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous ne trouvez pas ça normal? Mais souvenez-vous encore une fois que ce n'est pas de la méchanceté pure et dure, en fait. C'est un reflet simplement de la manière dont beaucoup de gens consomment la musique. Il y a beaucoup de gens qui, à partir d'un certain âge, n'écoutent pas les artistes plus vieux. Et il y en a d'autres qui, à partir d'un certain âge, n'écoutent pas les artistes plus jeunes, en fait. Faites aussi votre propre analyse, votre propre recul sur vous-même avant de juger cette règle-là sur laquelle je vais revenir de façon plus précise bientôt. Bref, Baptiste, je t'attends toujours pour qu'on partage le salaire. N'hésitez pas, pour ceux qui peuvent, à vous abonner au Tipeee pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi, à commenter, à partager, à me suivre sur Instagram. C'était un plaisir particulier de vous retrouver ce dimanche et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. I'm out love, set me free, show me how to see the way, show me the way.